Bonsoir à tous et Chloé va nous faire le lancement. Bonsoir à tous, donc je me présente, Chloé du service marketing chez PBS Vidéo et aujourd'hui on se retrouve en direct de notre showroom pour la présentation du webinaire sur le thème de la couleur au tournage et en post-prod, donc présenté par Stéphane Bernard. Bonjour. Réalisateur et photographe, et Hervé Petit, spécialiste de la couleur chez X-Rite. Donc je vais maintenant leur laisser la parole. Merci beaucoup Chloé. Donc on est en direct des studios de PBS Vidéo dans le sud de Paris. On ne vous donnera pas l'adresse parce que vous n'êtes pas censé venir visiter les studios. Donc on est dans un endroit secret. Top secret. Et Stéphane nous a préparé une présentation qui s'appelle La couleur au tournage et à la post-prod. Voilà. Donc d'abord on vous remercie d'être si nombreux à vous être inscrits, puisqu'on est à presque 400 personnes inscrites, ce qui est déjà quand même pas mal, sur un webinaire pour la vidéo. Je pense que c'est notre record pour le moment. Et j'insiste sur quelques détails un petit peu techniques, mais qui peuvent vous intéresser. Donc, avant qu'on lance vraiment, de toute façon, on attend que les uns et les autres se connectent parce que ça peut prendre un tout petit peu de temps. Il est que 18 h, donc on va attendre quelques minutes avant de lancer réellement les opérations. Je vous rappelle que donc c'est un webinaire, donc ça n'a pas vocation de tout expliquer. On va essayer de clarifier des choses, de vous donner envie d'aller plus loin. Mais c'est plus une invite qu'une formation, par exemple. On n'a pas de vocation à vous trouver des réponses à tout. Par contre, on vous a préparé des choses intéressantes. Le système qui est en place, c'est que nous, on peut vous parler, mais que vous ne pouvez pas nous parler. En tout cas, pas pour le moment. Dans un premier temps, Stéphane va vous faire sa présentation. Et vous verrez qu'il y a pas mal de choses interactives quand même. On vous posera peut-être une question à un moment ou à un autre, puisqu'on a préparé 2 petits quiz. Oui. Voilà. Et à la fin de la présentation de Stéphane, on fera une toute petite coupure et on terminera par une session questions-réponses. Dans cette session questions-réponses, vous pouvez interagir avec nous par le biais du chat. Donc, ce que je vous propose, c'est de nous envoyer un petit message juste pour tester votre chat et voir à quel endroit ça se trouve. Vous nous envoyez coucou, bonsoir, n'importe quoi, juste pour pouvoir voir si ça fonctionne bien entre vous et nous. Et moi, je vous dirai, puisque je vais faire le modérateur, bien sûr, pour cette session. Donc, j'ai par exemple Xavier Prévost, Jean-Luc Touillon qui m'ont envoyé un petit coucou. Bonjour. Voilà, ça roule. Bon, je vois que ça fonctionne. Donc, essayez de repérer où ça se trouve parce que vous ne connaissez pas forcément par cœur l'interface. Donc, si à un moment ou un autre, dans la partie session, dans la session questions-réponses, vous voulez nous poser des questions, eh bien, il faut que vous voyez à quel endroit vous pouvez interagir avec nous. Ça a l'air de fonctionner pour beaucoup. Voilà, c'est super. Bon, nickel. Bon, je vois que vous êtes nombreux. Alors, c'est parce que vous êtes nombreux aussi qu'on ne peut pas vous laisser le son. Parce que si on met le son pour tout le monde, bah, ça devient la tour de Babel et plus personne s'entend. Maintenant, bah, on va attendre encore 1 minute peut-être. Mais en attendant, ce que je propose, c'est que Stéphane se présente. Tu vas te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais en ce moment, quels sont tes projets. Bonjour à tous et merci d'avoir rejoint le webinaire. Ça fait extrêmement plaisir d'être ici, déjà parce que c'est du broadcast. Et le broadcast, ça fait plus de 25 ans que j'y travaille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avoir l'occasion d'aider, de donner des astuces qui vont pouvoir, dans le cadre de la couleur qu'on va aborder ce soir, aider le processus pour que ce soit plus simple et éviter certaines erreurs qu'on retrouve souvent. En tant que monteur, j'ai la chance d'avoir été monteur sur les premières stations à vide il y a déjà 25 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de rushs qui sont passés entre mes mains. Il y a beaucoup d'étalonnage qui est passé entre mes mains également et beaucoup de conformations à destination principalement de films institutionnels et également de la télévision. J'ai cette chance d'avoir la certification prêt à diffuser qui permet aujourd'hui de s'orienter directement vers des exports de vidéos, anciennement en cassette et aujourd'hui bien sûr en mode fichier à destination soit des télévisions, soit des serveurs de télévision, vous l'aurez compris,
on est passé, et on va y revenir dans un petit historique par rapport à la vidéo et la couleur, on est passé de la cassette analogique au fichier numérique. Alors, je t'arrête parce que là, je propose que tu lances ta présentation Voilà. à ce sujet-là. C'est parti. Donc, je vous propose de démarrer. Allons-y. Donc, moi, je vais mettre sur ceci. C'est dans le partage. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les problématiques ont changé et également les problématiques économiques. À l'époque, pour réaliser un film, il fallait des caméras coûteuses de captation. Donc, on avait toute la partie captation d'image. Et là, il était inenvisageable d'utiliser autre chose que des capteurs de vidéo. Et puis après, vous avez eu aujourd'hui, en parallèle, des capteurs qui vont être issus de différents formats. Pourquoi c'est important? Parce qu'ils vont chacun avoir des caractéristiques techniques différentes, leur sensibilité à la lumière. On ne va pas trop en parler, on ne va pas approfondir trop le sujet aujourd'hui, mais leur gamma va être différent, leur champ colorimétrique va également être différent, et la résolution. Ce qu'il faut bien penser, c'est qu'à l'époque, nous filmions en SD, donc une résolution standard qui, si on fait l'analogie avec le téléphone de l'époque, tout le monde a eu en sa possession un téléphone comme ça. Un instant. Je ne partage pas le bon écran, excusez-moi. Complètement perdu le truc. Voilà. Toi, ce que tu voulais montrer, c'était celui-ci. Voilà. Donc, l'intérêt de remontrer une configuration des années 90, c'est très simple. C'est qu'elle exploitait directement. J'ai perdu l'accès. Tu peux expliquer bah, tu peux expliquer, mais je ne sais pas ce que les gens voient. Voilà, parce que la souris, moi, je la perds. On n'a pas le retour ici, donc je n'ai pas forcément l'image que vous avez en ce moment chez vous. Un petit instant. Voilà. Ça va venir, je pense. Je n'arrive plus à retrouver la souris. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on va. C'est bizarre. Alors, est en mode présentation. Oui, ok. Voilà. Donc, voilà. Ici, on est bien. Sinon, le slide me suffit derrière. Ouais, vas-y. Voilà. Donc là, ça marche. Parce que nous, on a récupéré le slide. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée de ce slide, il est fondamental pour bien comprendre ce qu'on appelle le NLE, de Non-Linear Editing, le montage non linéaire, qui est qu'on est passé de cassettes où les machines, aussi bien pour de l'audio, c'était du Nagra, c'était pour faire du linéaire, il fallait couper avec du scotch pour faire du son. On avait l'équivalent avec les cassettes vidéo. Et quand le montage numérique est arrivé, il a permis de monter des plans, des bouts à bout qui, eux, n'allaient pas être dans l'ordre des séquences 1 filmées, 2 digitalisées. Donc, on allait avoir une souplesse énorme au montage. On allait pouvoir déjà digitaliser à des vitesses qui vont aujourd'hui plus de ce qu'on appelle le rapport 1 pour 1. Je vous donne un exemple. Autour de ce webinaire, il dure 1 heure. Si on était dans les années 1990, on va dire, la cassette, il faudrait 1 heure donc pour la digitaliser dans la machine, qui ferait dans un premier temps la capture, dans un deuxième temps le montage, si on avait besoin des doublages, puis après les sorties. Le mode fichier, c'est-à-dire que vous savez très bien que votre téléphone aujourd'hui enregistre un fichier incorporant directement l'audio et la vidéo. Et aujourd'hui, ce qui est très très bien, c'est le temps qu'on va gagner à manipuler ces fichiers qui vont pouvoir s'envoyer par fibre optique, qui vont avoir vraiment beaucoup d'avantages, notamment le temps de digitalisation, ce qui concernera uniquement le temps que vous allez mettre pour copier le fichier de votre, si c'est une carte SXS par exemple rapide, à 800 mégasecondes, vous vous doutez bien que ça va mettre longtemps le programme à passer, et on n'est pas lié au temps réel de l'émission et du programme. Donc ces machines, elles avaient une particularité, c'est qu'elles avaient plusieurs écrans. C'était principalement 2 écrans informatiques. Le premier écran informatique était consacré à voir votre ordinateur, sur lequel vous alliez manipuler vos fichiers que les caméramans allaient vous fournir. Et l'autre écran était celui où vous allez retrouver tout ce qui est principalement lié au montage, que tout le monde connaît, la fenêtre source des éléments et la fenêtre de montage. En dessous, bien sûr, l'élément clé étant la timeline, la ligne de temps, celle qui va recevoir vos titrages, vos rushs, vos audios, vos effets spéciaux. Et le deuxième écran était consacré à ça. Et il y avait une particularité à la capture, c'est qu'on était obligé d'avoir une référence. Parce que toutes les caméras
si c'était multicaméra ou monocaméra filmé avec des réglages de balance des blancs différents, allait avoir des caractéristiques d'image soit délavées, soit pas réalistes. Et on a besoin d'avoir cette homogénéité de la couleur. Et en fait, tout simplement, on utilise des outils à l'époque scientifiques, comme un oscilloscope, qui vont à utiliser des valeurs de voltage par rapport à une image. Et notamment aujourd'hui, on retrouve ce genre d'équipement dans toutes les caméras grand public, un petit peu haut de gamme, mi-professionnel, bien sûr dans la gamme professionnelle. Et plus on va dans les stations de montage cas régie, ou là dans des unités de rackable qu'on appelle des 1U, une unité, on va retrouver directement un élément dédié qui est la visualisation. Vous allez avoir par caméra toutes les informations de colorimétrie. Petite pause. Donc, on m'indique que le son est plutôt bon, mais qu'il y a un tout petit peu de reverb. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut agir? Alors, c'est bien parce qu'on est dans un vrai studio, donc il y a une régie et tout. On vous montrera ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais couper cette image et que les gens te voient en live complètement. Alors, voilà. Très bien. Comme ça, on est plein pot, plein écran là. Ça marche. Donc la régie était traditionnellement composée d'un écran, comme je reprends juste, parce que maintenant vous avez eu l'image, je vous la réexplique. C'était simplement l'écran dédié à manipuler les fichiers sur l'ordinateur. L'écran, le deuxième, qui allait être les sources, le montage et la timeline, et qui allait se transformer quand on est en mode d'acquisition de vidéo, d'audio, en audiomètre, et pour la partie qui nous intéresse ce soir, en information de vidéo et de colorimétrie, donc via des outils qu'on appelle le waveform ou le vectoroscope, qui, eux, vont avoir une aide énorme pour vos yeux et aussi pour le cerveau, je dirais, à avoir une bonne appréciation de la valeur numérique pure de la couleur que vous allez rentrer dans le système. Si vous faites une scène où vous avez toutes les caméras qui sont réglées de la même façon, il n'y aura pas de problème. Si un des réglages, notamment concernant la balance des blancs, est différent, là, il va vous falloir un instrument externe présent sur la scène de tournage qui va vous permettre d'avoir une normalisation des couleurs, qui va vous permettre d'avoir une normalisation de l'intensité de lumière également. Et cet outil, on l'a rencontré, on l'a découvert il n'y a pas longtemps. Moi, je l'adore. Ils ont fêté leur 40e anniversaire il y a pas très longtemps. Connu déjà dans le domaine du print, ici je les découvrais dans le domaine de la vidéo. Ayant la chance, puisque étant responsable à l'heure actuelle d'un département image, c'est-à-dire manipulant au quotidien des vidéos, ayant à faire en permanence des photos, il me faut, de par la diversité des capteurs utilisés, et là je parle bien en 2020, une charte de référence. La charte de référence qu'on va voir aujourd'hui, c'est la charte de X-Rite, la Color Checker. Je t'interromps une seconde. Donc, effectivement, comme le disait Stéphane, il y a 40 ans, c'était celle-là qui est sortie. Alors, à l'époque, elle s'appelle la Greytag Macbeth. Et donc, il y a 40 ans, sort ça, et c'est une charte de référence, notamment pour les photographes. Et celle sur laquelle on va travailler avec vous aujourd'hui, c'est sa version déclinée pour la vidéo, qui permet de gagner un temps considérable au montage. C'est pour ça qu'on a invité Stéphane, c'est pour qu'il puisse vous expliquer qu'est-ce que ça apporte d'intégrer ce genre d'outil dans un flux montage vidéo. Et le secret, c'est de l'utiliser dès le tournage, de l'intégrer dès le tournage pour avoir ce point de référence qui va permettre au montage d'aligner plusieurs caméras quand on est en mode multicaméra, ce qui est assez courant finalement en tournage en 2020. Vas-y, tu peux la prendre. Et puis aussi qui permet d'une scène à une autre, même si on a la même caméra, les conditions de lumière et d'éclairage peuvent changer, d'avoir un point de référence pour ensuite choisir d'un point de vue créatif si ce qui doit être le même élément dans la narration, c'est la lumière, ou la teinte chair de l'acteur, ou le logo d'une marque. Ça, il va nous expliquer ces éléments-là. Donc ça, c'est une version qui s'appelle la Color Checker vidéo classique. Tu peux la retourner parce que elle permet de faire une balance. C'est un gris neutre. Et quand on la tourne de l'autre côté, tous les réglages en termes de couleur. Et puis, vous verrez qu'on a des modèles un petit peu plus grands. Je ne sais pas si on peut la voir. Je vais la sortir ici. Parce qu'il y a des versions, en fait, adaptées en fonction des métiers, puisque là, Stéphane est aussi pilote de drone. J'ai la chance d'être pilote agréé de la DGAC, donc d'avoir
le droit de vendre des images commerciales issues des images aériennes que je peux réaliser, les photos. Et en fait, le problème que l'on va rencontrer, aussi bien en caméra d'action aujourd'hui qu'en caméra de drone, c'est que la plupart des caméras de drone, simplement pour éviter l'effet que l'image tremble quand votre drone progresse dans une scène, qu'est-ce qui se passe? Vous verrez que votre drone, il est en mode paysage. Il va être à peu près dans les 90 degrés d'ouverture d'angle de vision. Donc, de toute façon, plus vous êtes, l'œil humain étant à 50 mm, plus vous allez être loin. Le Playmobil est très bien posé sur la table, puisque ça donne une idée de, ça serait moi à peu près sur une montagne, et il faudrait être vraiment très très près pour pouvoir avoir la captation des couleurs de la charte. Donc, il existe plusieurs tailles de chartes. Et c'est vrai qu'on a utilisé celle-ci sur un tournage au cinéma récemment. Exact, avec Frédéric Perrin. Oui, et le réalisateur Frédéric Morin. Voilà. Donc, par exemple. Et donc, ça, c'était la version pour la vidéo. Il existe, alors, pour quand vous amenez celle-ci, alors, je sais que c'est tout petit. Ça marche ou il faut que je la prenne? Vas-y. Je la prends. La nano. Hop. Parce que de l'autre côté du spectre, l'idée, c'est que si à un moment, vous avez besoin de filmer quelque chose, par exemple, pour faire du motion picture, si vous avez des petits Lego, ou si vous faites du tournage scientifique autour de plantes, en macro, d'insectes ou autre, c'est le contraire, il vous faut une charte toute petite, parce que les gros machins qu'on vous a montrés, c'est le contraire, ça va vous servir à rien. Donc voilà. Maintenant, on va montrer le principe, c'était juste pour vous dire qu'il y a des chartes adaptées à chaque utilisation. Je reviens juste également sur la charte petite, parce que je ne l'ai pas encore utilisée dans ce cadre-là, mais il y a une caméra qui est beaucoup utilisée, sont les caméras 4K au niveau de la publicité de par leur résolution, et surtout un objectif qui est disponible ici aussi chez PBS System, c'est l'objectif qu'on appelle le probe. Le probe, vous l'avez certainement vu, il inonde YouTube en ce moment au niveau de ses vidéos. Ça se présente comme un long tube. Il a une particularité, c'est que l'éclairage LED est intégré à la lentille et il vous permet d'avoir cet effet d'optique, d'être tout le temps en macro. Et surtout, vous ne pourriez pas passer de par un boîtier professionnel et à vous rapprocher autant de la scène. C'est des scènes, pour vous l'illustrer, c'est des scènes où vous allez avoir par exemple un liquide gazeux dans lequel on plonge une caméra et là vous ne pourriez pas, de par le corps de la caméra lui-même, rentrer dans cet endroit-là. Et plus la charte elle est petite, étant donné que vous allez être en macro, ça va être d'autant plus simple. Parce que comme je vais vous le montrer tout de suite après, l'idée pour pouvoir bien calibrer les chartes X-Rite, c'est qu'il va falloir les zoomer ou s'en rapprocher, mais ne jamais la rapprocher de l'écran. On voit trop de personnes qui rapprochent les chartes quand ils veulent mesurer, et en fait, c'est une erreur. Et je vais me servir de Hervé qui est assis face à la caméra pour illustrer près de son visage. Je vais regarder près de la caméra, voilà. Là, il faudrait prendre exactement la mesure ici. La mesure ici, elle est parfaite au niveau de la captation. Et via le logiciel, comme on verra tout à l'heure, on ira isoler les points connus afin que le tracker de couleur puisse reconnaître la zone à traiter et surtout la zone à normaliser, quelle que soit la caméra. Voilà. Donc, la première déjà petite astuce, c'est de bien maintenir près du visage, à l'endroit où a lieu le tournage, la charte, afin de calculer toutes les lumières qui se situent à cet endroit-là. Et pour ça peut même être devant le modèle, il n'est pas content, mais on est sûr de capter la lumière au bon endroit. En fait, la charte, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit prise à l'endroit où on veut mesurer finalement la lumière. Donc, la rapprocher de votre boîtier ou de votre caméra ne sert à rien. Il faut bien qu'elle soit à l'endroit de la scène. Ça, c'était ton premier point. Et de l'autre côté, aussi très intéressant, quand on fait dans le cadre des différentes étapes de calibration la balance des blancs, c'est d'utiliser en fait cette partie. Parce que cette partie, c'est pas un blanc. Il a une particularité, c'est qu'en anglais, on dit qu'il est, comment on dit déjà? On dit qu'il est, il est neutre. Il est neutre, mais il a une particularité, c'est qu'il reflète toutes les ondes magnétiques qui composent la lumière. Voilà. Le neutral, c'est le neutral. Le nom m'échappe, ça me revient tout à l'heure. Et donc gris neutre. Gris neutre. Et donc la particularité, c'est que ici aussi, il s'accompagne de quatre petits coins qui vont permettre de faciliter son isolation si jamais le logiciel que vous avez décidé d'utiliser n'intègre pas par défaut la charte. Parce que vous verrez, il y a une possibilité automatique. Et pour les autres logiciels, on peut aller isoler les teintes et aller travailler la colorimétrie avec la pipette, j'ai envie de dire, à l'ancienne. Dernier aspect, vous avez également, et j'aurais dû vous le montrer tout à l'heure sur la charte plus dédiée à l'aérien, une mesure ici qui va vous permettre,
via une loi mathématique de triangulation, d'évaluer la distance à laquelle vous vous trouvez de la caméra. Voilà. Donc ça, c'est ton premier truc, c'est de dire, c'est important de capturer les conditions de lumière et d'éclairage de la scène. Donc ça sert à rien de rapprocher la charte de la caméra, puisque ce qu'on veut, c'est la scène qu'on veut. Exactement. Et là, on a une très bonne illustration. C'est qu'on a des panneaux devant les panneaux LED. Et en fait, on voit bien qu'ils font un objet de coupe lumière. Et si je me situe ici, on voit bien que déjà, l'éclairage, donc la luminosité, a changé. Par rapport au réglage de la color checker, il y a ici la balance des blancs, de l'autre côté, les couleurs. Mais vous avez également aussi, et très important, l'intensité de la lumière. Et on ne pourra pas faire d'étalonnage sur votre vidéo. C'est impossible de faire un étalonnage si vous êtes surexposé. Je vous prends l'analogie par rapport à un logiciel de retouche photo. S'il n'y a pas de pixels dans votre image, si elle est blanche, vous ne pourrez pas adapter de filtre dessus, puisque le logiciel ne détectera pas de pixels à modifier. Aujourd'hui, on parle juste de colorimétrie, et même s'il s'agit de flou, la zone est brûlée, j'ai pas de pixels dedans. Ici, avec les normes IRE, ça va nous permettre de rester d'une zone, ce qu'on appelle le glossy black, et je vous montrerai une petite astuce, et la zone très très blanche qui sont les hautes lumières. Donc comment ça fonctionne? Vous avez les hautes lumières en haut et vous avez les basses lumières, donc les tons sombres en bas. Ici, vous pouvez remarquer, je vais vous la faire volontairement et très facilement avec une lumière qui se trouve ici, briller, que la teinte est brillante. La teinte est brillante, vous voyez, je vous la mets comme ça. La teinte est brillante tout simplement parce qu'en fait, il va falloir chercher à ne pas la faire briller. Et là, on saura qu'on est dans une valeur de noir très sombre. Et beaucoup de caméras professionnelles ont la chance d'avoir ce réglage, d'avoir la balance des noirs en plus de la balance des blancs. Donc, c'est-à-dire déjà avant même d'avoir commencé à travailler la scène, le sujet, la représentation scénique ou le sport sur lequel vous travaillez, votre caméra, elle a déjà beaucoup de valeur. Elle va avoir la valeur minimale de sa luminosité et la valeur maximale de luminosité par rapport à l'endroit où vous vous trouvez. Et ça, c'est très important et c'est très utilisé. Ça s'utilise notamment, et on ne rentrera pas ce soir forcément dans le détail, mais avec tous les waveforms, donc les mesures de signaux numériques des couleurs et de l'illumination qui vont vous permettre de voir à quel moment vous sortez ce qu'on appelle de l'échelle et quand vous êtes en deçà également. Très bien. OK, donc tes conseils. 1, il faut filmer la charte là où on veut être. Très important. Deuxième conseil, c'est qu'il faut, si jamais vous devez vous rapprocher pour zoomer la charte parce que vous êtes dans le cadre aérien, par exemple, d'une image avec un tournage où vous n'auriez pas de possibilité d'avoir de zoom optique, ce qu'il faut savoir, et on a l'exemple derrière, sur ce tournage de drone qui a été organisé, en fait, il faut savoir que le plus près que vous serez, c'est le mieux. Et si vous avez la possibilité de zoomer, c'est bien. Mais quel que soit l'endroit, on sera toujours capable d'isoler la partie pour aller retrouver. Après, je voudrais faire un petit aparté sur l'autre charte. Si tu peux me la passer après, s'il te plaît. La charte au mur. La charte, attends, parce que j'ai l'impression que les gens n'ont. D'accord. Est-ce que vous avez une bonne image et un bon son? Donnez-nous juste un petit retour qu'on comprenne, parce que j'ai des personnes qui me disent qu'ils ne voient pas, donc c'est un peu gênant. On peut avoir l'image en grand, donc vous n'auriez pas l'image en grand. Ça, c'est gênant. Non, Patrick nous dit que c'est parfait. Donc, vous voyez bien Stéphane, on est là, tout est bon. Bon, écoute, ça devrait être bon, là. Oui, j'avais besoin de la grande. Et voilà. La particularité, c'est celle-là qu'on avait utilisée, notamment. Voilà, très bien. L'idée, c'est qu'en fonction de l'endroit où vous êtes, et si vous êtes en drone, il y a de fortes chances que vous soyez à l'extérieur, c'est de la préserver de la poussière, des projections de cailloux, entre autres, ou d'un décollage. On va parler de drone, pas de tournage par hélicoptère, mais c'est similaire, on a le même procédé. Le petit truc en plus, c'est si la nappe ici est la base de votre sol, ne la posez jamais au sol, même si vous la calez. Parce que quand le drone atterrit, voilà, au coup décolle, ou se rapproche, c'est simplement que les hélices vont générer, ce qui est tout à fait normal, un effet de souffle. Un effet de souffle, et ça ne va pas vous envoyer que de l'air propre. Il n'y a pas de filtre. C'est-à-dire que si vous êtes dans des conditions de bois, boisé comme ça, ou dans un champ avec des chevaux, comme c'est déjà arrivé, là, c'est de la poussière qui va arriver directement, et au lieu de s'évacuer, dessous la charte, je vais y venir,
elle va être projetée dessus et elle va venir que brouiller la captation qui a besoin au moment de la calibration d'être la plus claire possible. Vous avez une calibration avant le tournage, avant le clap, et vous avez une calibration après le tournage. Donc il faut qu'elle soit le plus dégagée, le plus pure par rapport aux couleurs initialement créées. Donc et on en fait, laisse voilà, de la garde au sol. Alors ma recommandation, c'est vraiment de laisser 80 cm de garde au sol. 80 cm, quel que soit le drone, même si vous êtes en 8 hélices, il n'y aura aucun problème. Le vent s'écoulera en dessous et ça passera bien. Tu veux nous dire quelque chose par rapport au noir brillant? Le noir brillant, exactement comme tout à l'heure. Là, on le voit encore mieux sur la grande charte que tout à l'heure. Il faut absolument s'arranger pour l'orienter souvent vers le bas, parce que peu d'endroits vous allez émettre la lumière vers le bas, afin de ne pas le rendre brillant. Pour qu'au moins une des frames que vous capturez soit avec un noir qui soit exploitable. Si vous avez un reflet dessus, vous ne pourrez pas l'exploiter pour faire l'exploitation en fait des couleurs de la charte. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'était 3 grands conseils pour la charte. Oui, tout à fait. Je voulais revenir un petit peu en avant. Dans les années 90, on avait finalement pour tourner que des caméras professionnelles. Oui. En 2020, on a quoi? Parce qu'en 90, montre-moi les téléphones qu'on avait. Voilà, je vous ai retrouvé ça pour l'occasion. C'est un petit téléphone à clapet comme on a tous eu. On fait pas l'essai de l'allumer, mais par contre, je vais quand même regarder dessus. C'était un 1 mégapixel à l'époque. 1 mégapixel, ça se complique. Et en plus, vous savez bien que la difficulté là, on est en 2020, tout à fait. Donc oui. Donc là, par exemple, là, on est passé sur du 2020 comme montrait Hervé. Moi, il m'arrive très bien souvent d'avoir à compléter, ne serait-ce que pour un plan de coupe par rapport à un interview. Un plan de coupe, c'est un bon exemple. Un plan de coupe sur les mains d'Hervé, s'il fallait faire un plan de coupe, si c'était une interview à réaliser, qui serait diffusée ultérieurement, on aurait la caméra principale calibrée sur son visage, et avec le téléphone, on aurait en permanence, si c'était une explication où il montre par rapport à une utilisation de tablette graphique ou par rapport à un trackpad, ses mains en train de manipuler le trackpad. Et en fait, afin d'avoir la même calibration, il faudrait mettre la charte graphique sur les deux, et on aurait cette homogénéité au niveau des couleurs. Alors, on m'a dit qu'on nous voit, mais en picture-in-picture, tu sais échanger ça? Pourtant, là, moi, je vois l'écran principal, ça devrait être bon. Alors, je peux essayer d'afficher autre chose. Une fenêtre. Mon écran, non? Et là, ça couperait la vidéo, c'est ça? Oui, d'accord. Okay. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Okay. Il y a peut-être un réglage ici. Je te laisse regarder. Un tout petit instant. Continuer en audio ou on attend un petit peu? Un tout petit instant. Est-ce que ça change quelque chose? Moi, je ne vois pas de différence. Mais bon. Là, on verra ici, on est en plein écran. Hein? Oui. On est en plein écran, oui. Donc, je peux changer d'autre, avant que ce soit ça. Petit réglage, hein, juste petite pause technique, quelques secondes. Du coup, si vous avez des questions, on ne peut pas vous entendre, mais on peut lire les, on peut les lire, les interactions, effectivement. On fait en vignette. Merci de supprimer le partage d'écran car l'image est en teint de repose. Le reste est en noir. Mais... Alors, à ce moment-là, j'enlève celui-là. Est-ce que là, vous nous voyez? Bizarre. Non, rien n'est affiché, tu vois, c'est bizarre. Très étonnant. Ah. L'écran est noir. Est-ce qu'ici, vous nous voyez en train d'interagir avec vous? Oui. Full screen, c'est bon. Ben voilà, parfait. Mais le retour que j'ai ne m'indique pas ça. Donc, tout est bon. Donc, on va reprendre comme ça. Ce qui est important, c'est peut-être de réexpliquer. Donc, dans les années 90, on avait soit ça, soit la caméra épaule pour tourner. Ouais. En 2020, attention, on a foison d'appareils. Donc, ça... Oui. Voilà, on a foison d'appareils. L'idée, c'est qu'on va, aujourd'hui, on va pouvoir vraiment... hop, je vais la mettre ici. On va pouvoir tourner, et moi en tant que monteur, c'est la difficulté qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va vous fournir des fichiers dont la résolution est différente, dont la colorimétrie, même en RAW, est différente, et c'est pour ça qu'il va falloir faire extrêmement attention. Parce que, un petit détail, les gens pensent beaucoup à la caméra, au smartphone de définition qui a filmé, etc., à la caméra d'action.
On prend même des caméras d'action très haute définition qui ont filmé. Mais en fait, il va falloir faire aussi attention que si vous voulez utiliser un filtre parce que vous êtes en extérieur et qu'il y a beaucoup de luminosité, je vous prends cet exemple-là concrètement, puisque les caméras de ralenti ont besoin d'énormément de lumière afin de pouvoir capturer, par exemple, une cadence facile de 1000 images par seconde. Pour être dans du 1000 images par seconde et au-delà, essayez sur vos nouveaux téléphones qui prônent de pouvoir monter jusqu'à environ 960 images par seconde et supérieures, vous verrez que ça va vous demander énormément de lumière. Donc, en fait, il faut le savoir que si jamais vous êtes amené à utiliser un filtre neutre ou un filtre qui va, c'est très important ça, un filtre neutre ou un filtre sur la caméra de réduction du soleil, par exemple, en fait, il faut faire la mesure de la charte avec. Et si vous la faites avec, l'étalonnage fonctionnera derrière. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en plus, non seulement on est de plus en plus amené à tourner en multicaméra, oui, tout simplement parce qu'elles sont disponibles. Donc, on a vu un téléphone comme un smartphone, une caméra d'action, ça pourrait être une GoPro, on s'en fout de la marque. Et puis, une caméra un petit peu plus sérieuse. Ici, on est sur une Panasonic 4K professionnelle qui va me permettre de tourner, de faire des effets et des choses comme ça. Et chaque dispositif dispose de sa propre dynamique en termes de captage de lumière, mais aussi sa propre couleur. Oui. Et la couleur peut même changer si je change l'optique. Oui. Tous ces éléments-là vont être à prendre en compte. Or, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où je vais faire le mini-sondage. Parfois, vous êtes dans l'équipe de production ou de post-prod et on vous dit, c'est pas grave, piston, ça se corrigera en post-prod. Donc, on va vous faire un petit sondage là-dessus, très simple. Comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez « c'est pas grave, on verra ça en post-prod ». Donc, je vous ai proposé, vous avez 4 réponses possibles et je vous propose de voter. Voilà, très bien, vous avez compris le principe. Et puis, on va partager ensemble les résultats, hein. C'est un jeu, il n'y a rien à gagner, mais c'est juste pour voir un petit peu vos réactions et comprendre si vous êtes d'accord avec nous par rapport à ce qu'on va dire là-dessus. Alors, je laisse encore un petit peu de temps. Vous êtes 40% à avoir voté. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ouais, ta réponse favorite n'est pas trop mal votée. C'est bon, on se donne encore quelques secondes. Allez-y pour les derniers participants. Alors, faut répondre dans l'outil de sondage, hein, pas dans le chat. Là, il y a Jean-Luc, qu'est-ce que tu me fais là? Bien sûr que c'est la 4 pour toi, mais c'est bon. OK. Donc, on va fermer le sondage. C'est bon, les derniers, ça y est? Ah, encore? On va fermer le sondage, désolé. Et maintenant, je le partage avec vous. Voilà. Donc, vous êtes 4% à dire, bah oui, c'est vrai, on peut tout corriger en post-prod. 35% à dire, OK, boss, ça va prendre des heures. La deadline, c'est quand? Parce que même s'il y a des choses qui peuvent être corrigées en post-prod, parfois, ça risque de prendre beaucoup plus de temps que d'avoir préparé son set. Et bon, c'est pas juste scénariser, c'est aussi justement mettre en place une charte. Certains, 27% d'entre vous disent non, il n'y a que les mauvais qui passent la patate chaude en post-prod, et vous êtes 34%, donc quand même une grande majorité à dire non. Je vais fermer maintenant ce sondage. Merci d'avoir participé. Pour rebondir là-dessus, il y a quelque chose de très très important à la captation quand on va commencer à vouloir utiliser les chartes de par leur aspect de calibration, c'est qu'il faut absolument que vous définissiez si vous êtes à l'extérieur ou à l'intérieur, si votre caméra ne le permet pas. C'est-à-dire si on ne va pas pouvoir aller au Kelvin près de la température des couleurs pour définir l'endroit, ce qui demanderait déjà un instrument de mesure, vous allez aider fortement le montage et l'étalonnage derrière en définissant par exemple un éclairage qu'on appellerait
extérieur sur votre caméra, un mode intérieur même avec un boîtier grand public je dirais, de prise de vue photo basculé en mode vidéo. Vous l'avez l'icône avec la petite maison, on est en intérieur. Ça va déjà rapprocher énormément l'électronique à la captation de ce que vous avez. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? L'erreur fatale, bah, vous la connaissez tous. On filme les enfants à la maison. On est dans la salle de séjour, on court, tout va bien, et on se retrouve dehors et boum, déjà il y a l'éblouissement. Et la deuxième chose qui se passe, il y a le passage au bleu, on va l'appeler comme ça, de par la température des couleurs qui évolue également. Donc là, ce qu'il faut penser à faire, en fait, quel que soit l'appareil, c'est utiliser même des petits logiciels. Il y en a des nouveaux pas chers qui sont sortis concernant les smartphones, tous les smartphones, qui vont vous permettre de verrouiller la balance des blancs afin en anglais, on dirait qu'elle shift pas, qu'elle n'évolue pas par rapport à ce que le capteur pense de ce qui se passe chez vous ou de ce qui se passe de la scène. Si jamais vous êtes sur un interview, la caméra est sur trépied, il n'y aura pas de problème. Si jamais il y a un nuage qui passe, moi ça m'arrive beaucoup, j'ai la chance de travailler aussi avec des fenêtres, donc des environnements zénithales, où il y a la lumière qui peut être couverte par un nuage, etc. Si jamais vous avez laissé votre caméra ou votre caméra d'action, si vous êtes en gros plan, en train de filmer en automatique, tout vous va, vous êtes content, c'est focus, l'image est nette, etc. Et là, il y a un nuage qui passe. Et la personne qui est en train de parler, si c'est un monologue, si c'est une répétition de pièce de théâtre depuis 30 minutes, elle va vous regarder d'un drôle d'œil parce que ce qui va se passer, c'est que les couleurs vont bouger. Alors bien sûr, on peut tout faire en post-prod, c'était l'objet du sondage et c'était rigolo, mais on va allonger les délais de production parce que tout ce que vous ne pourrez pas avoir réglé en amont en termes de colorimétrie comme un niveau pour les micros, vous aurez à vous battre derrière avec des filtres ou à la main. Et on peut, avec de l'image clé, bien sûr, compenser les balances des blancs. On peut très bien imaginer deux environnements, on détecte la faille et on le fait. En ce moment, il y a pas mal de tutos qui marchent bien sur YouTube. On vous apprend à enlever les flashs dans les gens qui ont fait des tournages lors de mariage ou de sortie du Festival de Cannes. Il y a plein de flashs et vous voulez l'image pure qui n'a pas de flash. Eh bien, c'est possible. On met des images clés, on enlève, on recolle, il y a un petit filtre à appliquer et ça passe très bien. Un des points qui est important, donc on a vu l'importance de mettre une charte pour le multicaméra, pour les séquences finalement où la lumière peut bouger. Donc toi, ce que tu dis, c'est à quel moment je vais positionner ma charte. L'idéal, c'est de le positionner avant le clap. Vas-y, on le fait. Hop, devant toi. Donc près de mon visage pour retenir. On fait sa balance. Voilà. On prend la scène avec la charte. Bien entendu, ça ne va pas être gardé au montage. Le plus perpendiculaire à la caméra. C'est-à-dire qu'une charte comme ça ne marchera pas et une charte comme ça non plus. Tu l'enlèves. Hop, là, on lance le tournage. C'est parti. Et on fait le tournage. Bienvenue. Si par malheur, vous voyez que les conditions de lumière peuvent changer pendant la séquence, alors à la fin de la scène, il peut y avoir un clap de fin, ou on ne fait pas forcément, mais vous remettez la charte. Ce qui fait que vous avez la charte techniquement avant la séquence elle-même et après la séquence. Et si jamais les conditions de lumière ont changé, ça c'était un des trucs que tu m'as appris, et bien comme ça, on va avoir deux points de référence. L'autre chose, c'est qu'au montage, on ne sait pas toujours quelle partie d'une séquence on garde. Donc si je garde le début ou si je garde la fin, eh bien j'aurai dans tous les cas une charte que je vais pouvoir exploiter. Ça, c'est un des trucs de montage qui est important. C'est très pratique. On passe à quoi? Tu voulais montrer les zébras? Oui, donc là je vais câbler, je vais me lever, je vais préparer. C'est parti. Donc, vous l'avez compris, et la différence d'il y a 25 ans, c'est qu'on n'avait pas tous ces outils. Et peut-être qu'en termes de budget, pendant que tu installes, on peut parler de la différence. En 1994, une station Avid Media Composer MC1000, c'est ça le nom? Oui, tout à fait, Media Composer 1000. Ça valait 154 000 € si on faisait une transition par rapport à aujourd'hui. Et puis, il fallait rajouter un certain nombre de matos, plus 6 mois de formation, qui se faisait dans une école de formation, pour pouvoir être monteur Avid. En 2020, finalement, vous avez besoin de votre ordinateur, que vous avez souvent déjà, d'un boîtier qui est peut-être un boîtier photo qui est capable de faire tout simplement des captures vidéo. Il y en a pas mal. Il y a plusieurs marques qu'on ne va pas citer spécialement. Et puis, vous allez éventuellement rajouter des choses. Mais on est sur des budgets qui n'ont plus rien à voir. On peut réellement parler de démocratisation
de la vidéo en ayant pour autant des qualités d'image qui sont excellentes, avec des canaux qui sont beaucoup plus nombreux et qui permettent aujourd'hui à des freelances, à des photographes qui veulent faire des projets vidéo de temps en temps, à des gens qui aiment faire du streaming tout simplement pour raconter quelque chose qu'ils ont à dire, d'accéder à la vidéo, chose qui n'aurait été pas du tout possible il y a 25 ans. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on vous a amené des vieux trucs et des trucs nouveaux. Qu'est-ce qui est, par contre, le point clé qui reste entre il y a 25 ans et aujourd'hui? Finalement, deux capteurs très importants qui sont vos yeux. Vous avez un capteur œil gauche et un capteur œil droit. Les deux sont primordiaux et eux, ils n'ont pas changé il y a 25 ans ou aujourd'hui. La gestion des couleurs et de la lumière, elle reste primordiale, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a des chartes. Et puis, ce qu'on n'a pas dit quand même, c'est que les chartes, elles sont reconnues dans le code du logiciel DaVinci Resolve, par exemple, de Blackmagic, y compris dans la version gratuite. Donc, on peut faire tous les réglages de couleurs directement dans Blackmagic avec les paramètres des chartes qui sont déjà intégrés dans le logiciel. Vous n'avez pas besoin de rajouter un logiciel ou d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est quand même très important. Et puis, on va montrer quelques fonctions en live de ce que ça donnerait. Alors, tu me dis ce que tu veux que je tienne. En fait, pour ne pas me gêner par rapport à la caméra, je vais laisser l'écran ici. Ici, en même temps, tu pourras le voir et on le visualise bien. Voilà. Et je vais le cadrer. Donc ici, on est sur un moniteur enregistreur Atomos. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a de façon électronique la lecture chromatique de ce qu'on voit, de ce qu'on filme. Et de très, très important, et je vais prendre la charte, mais la prends pas tout de suite à l'écran. En fait, ce qui se passe, pourquoi c'est très, très important, c'est que ça prend toute l'image cadrée. Et il ne faut pas croire que là, à la captation, il y a une notion où la caméra va se débrouiller, elle va le trouver par terre et tout va bien se passer. Donc, cette fois-ci, à mon avis, je peux le faire comme ça. Tu arrives à la tenir? Hop. J'ai besoin de ma main pour ça. Je peux fermer les doigts. Voilà. Merci. Donc, voilà. Je ne gêne pas là. Voilà. Donc là, j'ai cadré la color checker vidéo. L'intérêt, il est très très net. Et là, on le voit sur un écran de contrôle professionnel. C'est pour ça que volontairement, il existe des applications sur tablette. Il existe des applications sur tablette pour le faire. Et j'ai choisi de garder un moniteur professionnel pour la finesse du réglage et surtout l'authenticité du signal vidéo. Je fais vite avant que Hervé fasse sa musculation quotidienne. Donc, sur la charte, on a la chance d'avoir ici les couleurs saturées et les couleurs désaturées. Et vous voyez bien que quand je les cadre, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ici avec les composantes vidéo dans le vectorscope? On voit nettement, si vous regardez par exemple l'appareil à partir de là où vous êtes à gauche, par exemple, vous avez le vert et il y a deux valeurs. Et ces deux valeurs sont la valeur, justement, normale et la valeur désaturée. Et ceci, quel que soit l'environnement. Donc, sur toutes les composantes, vous allez retrouver ces deux valeurs. L'intérêt, c'est que dans un logiciel, hop, je te libère. Non, on va montrer tout de suite ce que ça donnerait sur l'autre. Parce que ça, c'est la charte vidéo, celle-ci. Mais on peut utiliser dans Resolve la charte photo, qui permet d'avoir des valeurs de couleur. Sauf que ce sont des valeurs RVB et CMJN qui ne sont pas les composantes pour la vidéo. Absolument. Et donc, on a un très beau nuage de points, mais désynchronisé. Un peu chaotique, quoi. Tout à fait. Hein, et déjà, pour régler l'autre à la main, parce qu'on va montrer que dans Resolve, en fait, il y a une fonction automatique qui s'en passe très bien. Mais si vous souhaitez faire vos réglages de colorimétrie à la main, vous pouvez la remettre, poser là, voilà. C'est très simple. Et en fait, c'est que vous allez utiliser un histogramme sur lequel vous allez, sur la même échelle, manipuler deux fois la pointe. Donc, en anglais, deux fois UU, ça s'appelle. Et ça va vous permettre de réaligner les signaux de vert si c'était nécessaire. Hop, entre autres. Alors, très bien. Donc ça, c'était pour vous montrer que une fois qu'on a la charte ou les chartes et qu'on les utilise, alors il faut les mettre dès le tournage, et bien en post-prod, et même pendant le tournage, ça permet d'avoir un contrôle sur les couleurs qui est bien plus important. Oui. Est-ce que le but, c'est que toutes les couleurs soient naturelles? Non. Le but, c'est de pouvoir
faire évoluer les couleurs comme on veut. On entend souvent le terme color grading, donc le fait d'aller opérer les couleurs, oui, mais il ne faut pas penser que, pour rejoindre le petit sondage de tout à l'heure, des couleurs mauvaises vont être corrigées en post-prod à gros coups de ce qu'on appelle de LUT. Donc la LUT, c'est la lookup table, c'est la table qui va avoir toutes les informations de couleurs dont on veut appliquer des informations d'effets vidéo. Et c'est pour ça que pour la plupart des gens, ce qu'on appelle la lutte, est assimilée, et elle existe, cette variété de lutte, c'est la lutte de cosmétique à un changement subi dans l'image de on va vers le sépia, on va vers telle couleur. Et ça, c'est vrai. Et en fait, toute la finesse du contrôle, c'est de pouvoir justement utiliser des luttes 1D qui vont être capables d'utiliser chaque signal, ou des luttes 3D qui vont être avec beaucoup plus de paramètres afin d'avoir des teintes beaucoup plus fines. Je vous donnerai l'exemple d'un film, Mad Max. Si vous prenez le dernier Mad Max, leur travail colorimétrique a été le teal, un orange. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Si vous vous dirigez plus vers du Matrix, on va être dans du noir et du vert qui correspond à la couleur du code de la matrice. Et également, dans un autre passage de Matrix, on va être sur une scène qui va être entre le bleu ciel et le noir. Très bien. On me demande, bon, c'est pas grave, on n'est pas encore dans la session questions-réponses, mais comment s'appelle l'application sur ta tablette? Tu connais le nom? Là, j'ai volontairement pris l'application photo, en fait, je vais vous montrer. J'ai volontairement pris l'application photo. Donc, c'est l'application photo d'Apple. L'application de la tablette, par défaut. L'application photo d'Apple. C'est ça. Et l'autre application, il y en a deux qui sont bien. Il y en a même un peu plus de deux, mais il y en a deux qui sont très très bien et qui sont sympas. La première, c'est très connu, c'est Filmic Pro. Filmic Pro va vous permettre de basculer en mode manuel tout ce que vous ne verriez pas en temps normal sur une caméra, où vous allez vous contenter déjà de ne pas oublier de mettre REC quand vous enregistrez. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va vous permettre justement d'avoir une ouverture constante, d'aller chercher des… Ici, on le voit bien, vous voyez sur l'application que j'ai pris là, c'est la deuxième, c'est Protec. Protec, elle a l'analyse par exemple de la zone zébra, et ça tombe bien parce que vous voyez tel qu'est positionnée la charte sur la table. Là, je pense que vous le voyez, si je ne bouge pas trop. On a l'affichage du zébra par rapport à la zone highlight, la zone brûlée. Et vous avez également un waveform. La parade, si on était dans Resolve, qui s'affiche ici, donc sur 3 valeurs, le rouge, le vert, le bleu. Et l'histogramme, qui est propre à tous les logiciels. Logiciel fixe, logiciel de retouche d'image, ton sombre, ton moyen, ton clair. La lecture se fait de gauche vers la droite, au même titre que la parade. La parade, si on passait un élément devant, en fait, ce qui se passe, c'est simplement que la lecture se fait toujours de gauche à droite sur la scène. Donc, c'est bien parce que ça va vous permettre, sous un angle de courbe, de visualiser si une zone est surex. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de steadicamers qui ont le retour uniquement avec le vectoroscope, uniquement avec le waveform pendant qu'ils filment, parce qu'indépendamment de ce qui est filmé, s'ils ne veulent pas tomber chuter pour à un moment donné faire un check de l'image, ils vont avoir ces valeurs-là. Et ils sauront tout de suite, en fonction de tout ce qu'ils filment, si les valeurs minimales sombres ou les valeurs maximales hautes sont dépassées dans le cadre de la hauteur. Voilà. Et c'est vrai que ce logiciel, celui-ci, c'est Protec, il vient juste de sortir. Ils sont en train de l'améliorer au fur et à mesure. Ils ont une version pas gratuite, mais il vaut pas cher. Et il y a une version avec abonnement. La version avec abonnement, je ne l'ai pas testée. Je le ferai certainement par la suite. Mais c'est vrai qu'ils sont assez complets. Et en plus, ils ont aidé en mettant tout un système de lutte aussi. Donc, vous avez tout un système concernant la transformation de… Vous voyez, là, par exemple, c'est la version gratuite. Donc, vous voyez, ici, on a directement, au même titre que vous ferez dans un logiciel qui a des filtres téléchargés, on vous propose le black and white. Et vous, comme vous le voyez, ici, on est toujours sur une valeur. Tac. L'image sans modification, etc. Et vous pouvez toujours en régler l'intensité avec le curseur derrière. Merci. Hop, très bien. Un point important aussi. On a vu l'intérêt d'avoir des chartes pour pouvoir caler les couleurs. Mais un très gros changement, tu me dis si tu es d'accord, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité de disposer d'écrans de post-production vidéo dans des budgets qui sont abordables. On ne dit pas que c'est pas cher. On dit abordable parce qu'on est des gens sérieux.
Il est vrai qu'il y a encore quelques années, un écran 32 pouces comme celui-ci, je ne sais pas si vous imaginez, on est sur un 32 pouces 4K UHD HDR qu'on va pouvoir déployer pour pouvoir faire notre travail en vidéo. Mais ce qui est très important, c'est qu'on l'a vu, en post-prod vidéo, pour ceux qui connaissent la photo, vous vous dites, oh, c'est un petit peu comme de travailler avec Photoshop ou avec Lightroom. Pas du tout. C'est pas pareil parce que vous avez votre fichier avec les éléments, vous avez votre timeline, vous avez l'image, vous avez le son, et en plus, souvent, il faut un écran secondaire pour voir le résultat final. Sur un 32 pouces, on va pouvoir mettre ces différents éléments. Pour vous donner une idée, entre l'écran du portable que j'ai ici et le 32 pouces qui est là, c'est simple. Je peux afficher à peu près 5 fois plus d'informations dans la bonne résolution sur cet écran. Et c'est probablement un peu plus que 5, mais bon, peu importe, on va simplifier. Donc un 32 pouces comme ça, il y a encore 2 ans, c'était autour de 7 000 €. Oui, j'ai dit 8 000. Ouais, 8 000. Ouais. Un particulier, ça fait un petit peu mal à son compte en banque, il ne va pas forcément aller dessus. On est aujourd'hui avec cet écran qui, par ailleurs, a gagné le prix du meilleur écran photo de l'année 2020. C'est le 32 pouces SW321C de BenQ. Il a gagné le TIPA Award 2020 du meilleur écran pour la photo. Mais, c'est là où ça nous intéressait de montrer ça aujourd'hui chez PBS, mais cet écran est aussi un écran de post-production vidéo 4K UHD HDR avec une finition mat. Il est livré avec la visière anti-reflet, parce que bien entendu ici là on est baigné de lumière, mais en post-prod, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble ton espace pour travailler? Eh bien, ça ressemble à des rideaux fermés. Il n'y a pas eu de deuil. Rideaux fermés. Les gens qui travaillent, et vous le savez également, les gens qui travaillent beaucoup déjà en retouche photo ont besoin de faire fi de la lumière ambiante, mais aussi de la calculer. C'est pour ça que tout ce qu'on vous dit n'a de sens que si votre écran est calibré. Les sondes de calibration, elles vont apporter quelque chose. Elles vont apporter le lien entre la lumière ambiante dans votre pièce, les lumières capables d'être affichées par votre carte graphique sur votre écran et votre ordinateur. Et toute cette alchimie, ce calcul mathématique, va vous permettre déjà d'avoir une tonalité qui est bonne. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec les protections à l'intérieur, c'est pas du plastique. On a un renforcement en velours qui, je donnais l'idée tout à l'heure, si la lumière venait par là, elle pourrait être reflétée si c'était du plastique. Et ça vous créerait en plus une lumière parasite. Là, la casquette, et à un intérieur qui est en fait absorbant de lumière et il va vous permettre d'éviter d'avoir des reflets. Donc, un environnement de post-production, c'est le même qu'un environnement de retouche photo dans un laboratoire au niveau des retouches photo professionnelles. C'est simple, c'est un environnement basse lumière. Alors, j'ai pas dit à combien il était. Il est autour de 1 749 €. Je n'ai plus le prix exact, mais en tout cas, on est à moins de 1 800 € TTC pour un écran 32 pouces 4K qui va vous permettre de faire de la retouche photo et de la post-production vidéo. Et il est USB-C. Il est USB-C, ce qui est la nouvelle norme. Et en plus de ça, il permet ce qu'on appelle le calibrage hardware. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que dans cet écran, on va pouvoir lui créer plusieurs profils. On ne va pas faire un profilage en live ici, mais typiquement, on va lui créer un profil qui va être stocké dans l'électronique de l'écran pour mes réglages pour la retouche photo. Oui. Toi, tu en fais beaucoup, oui. la retouche photo. Énormément. Ensuite, je vais créer un profil pour la post-prod vidéo où je vais émuler l'espace de travail DCI P3 puisqu'il est capable de le reproduire à 95%. Et puis, je vais me faire un troisième réglage que pour le noir et blanc. Voilà. Pourquoi? Parce que en photo comme en vidéo, quand je regarde une séquence ou une vidéo en noir et blanc, eh bien, je vais avoir une attention beaucoup plus précise sur certains aspects. Par exemple, la gradation des tons, les détails dans les très hautes ou dans les très basses lumières. Finalement, quand je regarde en noir et blanc, je ne suis pas distrait par les couleurs. Oui. Et ça permet de voir certaines choses différentes, comme une deuxième lecture. Quand on travaille de manière professionnelle, il y a pas mal de grands professionnels en post-prod et en retouche photo qui switchent à un moment donné en noir et blanc et qui vont aller regarder et trouver des petits détails en plus. Donc sur cet écran, on peut garder 3 profils et passer de l'un à l'autre avec une petite télécommande qui est intégrée dans l'écran, ce qui est très pratique. En fait, il y a plein de choses très intéressantes dans cet écran, aussi en termes d'ergonomie. On ne va pas tout vous montrer,
c'est plutôt un conseil. Alors, tu l'utilises depuis plusieurs jours. Oui, quel a été ton retour? J'ai eu la chance de l'avoir en essai et j'ai eu la chance même d'en avoir un modèle plus petit, environ il y a plusieurs années, qui lui était déjà le premier pas vers BenQ, vers des écrans mixtes qui allaient pouvoir et satisfaire le photographe et satisfaire les gens le vidéaste, on va appeler. Et il s'avère qu'en fait, ce qui m'a tout de suite plu, ça a été la stabilité de l'image. La stabilité de l'image, c'est-à-dire que c'est très important même au-delà du travail. C'est celle qui fera que vous n'allez pas vous coucher avec les yeux rouges. On voulait vous le montrer et je ne l'ai pas retrouvé. C'est très drôle comment on caractérise les monteurs ou les étalonneurs. C'est très simple. C'est ceux qui sont le dernier étage allumé à 2 heures du matin dans un grand immeuble. La dernière fenêtre allumée, c'est l'étalonneur, parce qu'il se couche tard. Et en fait, parce qu'il se couche tard, il protège ses yeux. Et typiquement, avoir une dalle qui n'a pas trop de problèmes de densité, ça évite à l'œil de s'ajuster en permanence et c'est très reposant. Donc, ce qui m'a tout de suite plu, c'est l'homogénéité de la dalle. Sa grandeur, j'ai aimé parce qu'effectivement, par le passé, avec 4 systèmes à vide, il fallait plusieurs écrans. 2 écrans plus un overlay qui va être l'écran de sortie pour contrôle. Ici, on peut faire tous les écrans dessus. Donc ça, c'est bien. C'est une possibilité. Alors, on est conscient que même si on démocratise les écrans 32 pouces, ça peut être trop important pour certains utilisateurs qui n'ont pas ces budgets-là. Et est-ce qu'il existe des écrans, finalement, à moins de 500 € qui permettent de travailler de manière professionnelle? Et la réponse, c'est oui. C'est pour ça qu'on vous a amené celui-ci. Si tu veux bien te décaler un tout petit peu, Stéphane. Bien sûr. Et donc là, on est sur son petit frère, qui est le 24 pouces SW240, toujours de chez BenQ, qui est aussi livré avec la visière, simplement on a décidé de ne pas la monter là, et qui est à 449 € TTC. Cet écran, il a gagné le prix du meilleur écran photo budget en 2019, parce qu'il est exceptionnel. Pour un 24 pouces, d'habitude, il n'y a pas d'écran de ce niveau de qualité. Il n'a pas le taux de rafraîchissement suffisant pour faire de la vidéo professionnelle, soyons clairs. Mais on peut faire du montage vidéo dessus en acceptant, en tant que monteur, on peut le comprendre, que de temps en temps, par exemple, si vous avez une balle de tennis qui fuse sur l'écran, vous allez avoir une trace qui va apparaître à l'écran, mais qui n'est pas dans le fichier. Comment tu appelles ça? La latence. Une latence qui peut être là. Pour autant, en termes de colorimétrie, il couvre 95% de DCI-P3. C'est un écran professionnel de retouche photo. Il peut être une solution tout à fait intermédiaire, intéressante, si votre budget ne vous permet pas d'aller sur quelque chose comme ça. Ça, on le comprend. Simplement, dans ce cas-là, typiquement, vous allez avoir votre tablette ou votre portable et vous branchez ça en deuxième écran. Comme ça, vous avez vos barres d'outils sur votre portable. Vous avez le 24 pouces en deuxième écran pour la timeline, etc. Et aussi pour faire des tests de temps en temps. Donc ça, c'est une config intéressante par rapport à un équipement que vous avez. Vous ne voulez pas tout changer, vous voulez compléter, venir renforcer votre équipement. Le 24 pouces, c'est intéressant, 449 € TTC, c'est le SW240. Celui-ci, si votre budget vous le permet, évidemment, c'est celui qu'on vous recommande. SW321C, c'est une tuerie parce que en photo comme en vidéo, c'est un écran qui est exceptionnel, même par rapport à d'autres produits de la marque BenQ, et il se différencie pratiquement pas d'écrans beaucoup plus coûteux, par exemple de marques comme EIZO, qui vont chercher beaucoup plus loin dans le budget. Ça ne veut pas dire que EIZO est à oublier, ça reste des très bons écrans, mais on est sur quelque chose qui s'en rapproche furieusement dans un budget qui est nettement plus raisonnable. Ça, c'était important. La consistance, alors il y a des questions de qualité sur tous ces écrans. On est sur des écrans professionnels, on est bien sur la gamme SW chez BenQ et non pas sur d'autres modèles. Vous avez des écrans BenQ qui commencent par BL ou PD, c'est pas les mêmes niveaux de qualité. On est sur une dalle IPS professionnelle avec une garantie de 3 ans. Ce sont des écrans qui tiennent bien la route. On ne peut pas, par contre, en termes d'électronique, être sûr qu'un écran n'aura pas de problème. Ce serait vous mentir. Mon conseil, là, parce que je fais aussi du support technique sur ces produits, c'est surtout si vous achetez un écran, que ce soit un BenQ ou un autre,
vous le mettez en route et vous l'utilisez la semaine où vous le recevez. Ne le laissez pas dans un carton pendant 3 mois. D'abord, en France, il y a une garantie. Vous avez les 30 jours de retour possibles. Deuxième chose, la garantie du constructeur. Chez BenQ, quand vous avez un défaut, par exemple au déballage, ce sera beaucoup plus rapide que si vous attendez 2 ou 3 mois et que vous dites « Ah, je l'ai acheté il y a juste 3 mois et il y a tel truc qui ne marche pas ou tel bouton est cassé ». On ne sait jamais, ça pourrait arriver. N'attendez pas. Testez-le très vite, même si votre projet il est pour 2 mois plus tard. Ça vous permet comme ça de déclencher tout de suite le SAV. Si vous faites ça, vous êtes vraiment beaucoup plus tranquille. Après, c'est plutôt des écrans qui sont des écrans de très bonne durée de vie. Chez BenQ, j'ai plutôt eu d'excellentes surprises à ce niveau-là, y compris dans le cadre d'écoles de formation à la post-production vidéo qu'on a équipées avec plusieurs écrans. Je ne parle pas de une unité, mais bon. Est-ce que le 24 pouces peut être branché en deuxième écran sur un iMac? Oui, il est même. En fait, tous ces écrans sont livrés en standard avec toute une câblerie. Donc USB-C, on a HDMI Oui. et DisplayPort pour le 32 pouces. HDMI, DisplayPort et DVI pour le 24 pouces. Il n'a pas d'USB-C. C'est tout. Faut juste le Typiquement, ce savoir. que j'ai fait, pour relier la tablette, j'ai branché avec un adaptateur HDMI. Le câble sera important, la qualité du câble. Oui. Veillez bien à prendre un câble de la norme la plus haute compatible au périphérique de sortie, à savoir un câble HDMI 4K et ça sera parfait. Mais typiquement, ces 2 écrans sont livrés pour chacun avec 3 câbleries différentes. Donc, à moins que vous ayez un ordinateur qui ait plus de 10 ans avec encore une connexion antique, vous allez pouvoir le connecter directement. Sous macOS, pour moi, je suis plus utilisateur de Mac, tous les écrans BenQ, je branche, ça marche tout de suite. J'ai rien besoin d'installer et les cartes graphiques, sauf, encore une fois, si vous avez un écran très très ancien, ça marche plutôt très très bien. Voilà. Donc ça, c'est sur les écrans puisque ça reste un des points clés. Est-ce que tu es d'accord si je te dis finalement l'écran, c'est le juge de paix et le pivot en post-production? Oui. Dès lors qu'il est calibré, oui. Dès lors qu'on est sûr qu'il a été calibré, oui, puisque c'est aujourd'hui on travaille en mode fichier, donc c'est vraiment l'étape finale avant qu'on fasse la confo, sans rentrer dans le détail, les étapes finales à destination de la livraison des fichiers, et ça va avoir valeur de juge de paix. Aujourd'hui, les logiciels de montage intègrent également et de colorimétrie intègrent tous les outils qui permettent de vérifier ces normes-là, et en fait, dès lors qu'après vous respectez les normes et les résolutions, les données techniques de bande passante aussi, mais qui sont du domaine de la diffusion derrière, mais qui sont communiquées lorsqu'un client passe commande de vos audiovisuels, s'ils sont à destination de serveurs vidéo notamment, c'est complètement utilisable. Et le calibrage, c'est un petit peu comme d'accorder son instrument si on était dans la musique. Et là, je vais leur faire le deuxième petit sondage. Vous êtes d'accord? Vous êtes pareil? Je lance un sondage. Et donc, vous devez le voir apparaître. Donc, on vote à nouveau. Je sais, les municipales sont terminées, mais il faut continuer l'entraînement. Et donc, la question, vous l'avez vu, d'après vous, est-ce qu'un musicien accorde son instrument avant de jouer? Vous pouvez répondre directement sur le sondage. On me dit que si, c'est bon, ça marche. Alors, petite question, est-ce qu'on peut brancher le BenQ avec une entrée vidéo HDMI d'une Blackmagic Intensity Pro 4K? Oui, aucun problème. C'est compatible. Oui, puisque c'est un écran HDMI via. Alors, on montrera après dans les questions-réponses l'autre avec le SDI. Donc, je vous révèle, ça y est, tout le monde a voté. Allez, il y en a quelques-uns qui n'ont pas réagi encore. Et donc, je vais. Ah, voilà, très bien. Ça se réveille. On ferme le sondage et je partage les résultats.
Et vous avez tout à fait raison, vous êtes quand même très nombreux à nous dire, bah oui, un musicien, il accorde son instrument avant de jouer. Dans 80% des cas, vous êtes d'accord avec ça. Pour autant, quand on travaille sur l'image, donc je vais cacher ça, et ouais, je masque les résultats. Pour autant, énormément de personnes dans le domaine des métiers de l'image, qu'ils soient photographes, vidéastes, streamers, ne calibrent pas leur écran. Et finalement, c'est comme de vouloir jouer d'un instrument dans un groupe de musique, alors qu'on ne s'est pas assuré que, ben, j'en sais rien, moi, la basse, la guitare, le piano ne jouent, enfin, l'idéal, c'est qu'ils jouent la même note. S'il y en a un qui joue pas la même note, eh bien, on va avoir quelque chose qui n'est pas du même niveau de qualité. Le truc, c'est que c'est vous, l'orchestre, vous n'êtes pas juste le joueur d'un instrument, vous êtes le multi-instrumentiste. On l'a vu, vous avez une caméra d'action, vous avez peut-être un bout de séquence fait sur un smartphone, Une tablette, autre chose tournée sur une tablette, une petite séquence un petit peu sérieuse là-dessus, et puis peut-être qu'on vous a prêté une caméra RED ou une ARRI pour faire juste une après-midi un shoot. Mais tout ça, c'est possible, mais en fait, c'est vous le multi-instrumentiste. Si vous n'êtes pas en mesure en fait, d'accorder les différents instruments sur le premier violon qui est votre écran, eh bien, vous n'aurez jamais le niveau de qualité que vous pourriez obtenir par ailleurs. Le calibrage des écrans, ce n'est pas un gadget, c'est quelque chose qui apporte énormément et qui permet de voir l'écart d'un instrument à un autre. Tout ça, bien sûr, on va le voir sur l'écran, mais l'écran lui-même, il doit obligatoirement être calibré, sinon vous pouvez être induit en erreur par un écran qui, typiquement, hein, on a ça très très souvent, les écrans grand public sont beaucoup trop lumineux d'abord et beaucoup trop bleus dans leur choix. C'est des choix commerciaux parce que rendre une image beaucoup trop bleue et trop lumineuse rend l'image plateuse. C'est un truc que vous pouvez utiliser si c'est pour vendre des vidéos, mais pour vous, votre écran, vous voulez qu'il soit neutre pour pouvoir voir la gueule du fichier que votre caméra a saisi. Et dans ce cadre-là, votre écran, vous le voulez neutre, bien calibré, et non pas ce qui est livré dans les écrans grand public ou les téléviseurs. Un petit exemple, chez Darty ou à la Fnac, on a au rayon télé des écrans avec des gens qui sont en train de jouer au foot. L'herbe vous paraît-elle d'une couleur normale? Non, fluo. On dirait que l'herbe vient de Fukushima ou de Tchernobyl, suivant votre choix, ou alors ça ressemble un petit peu à du petit pois anglais transgénique, mais ce n'est pas l'herbe qu'on trouve dans un vrai stade. Elle a reçu un traitement. Non, c'est tout simplement que l'écran a été réglé avec ce qu'on appelle le réglage showroom. Le réglage showroom, dans les magasins qui vendent des téléviseurs, c'est 9000 Kelvin, 450 candela, c'est-à-dire que c'est beaucoup trop lumineux et beaucoup trop bleu en termes de valeur du point blanc. Après un calibrage, on va nous viser typiquement 6500 Kelvin pour la vidéo. Oui, je te rentre. Et quelque chose autour de 80 candela, si on peut être en travail basse lumière, ou 100 candela en environnement de bureau. À peu près. Oui. Donc, on va calibrer notre écran, il va donner des couleurs correctes. Oui, elles ne sont pas flatteuses, c'est pas le but. Le but, c'est de voir vraiment votre fichier. Donc, c'est un peu cruel, mais au moins, on voit les petits détails. On peut voir les glitches ou les pétouilles, si on était… les artefacts qu'on ne verrait pas parfois si l'écran n'était pas correctement calibré. Donc, c'est un vrai outil de travail pour les professionnels. J'avais fermé le… Ce qu'il faut savoir aussi au niveau de la captation, c'est d'utiliser toute la puissance de votre machine, de votre appareil qui va capter, qu'on soit ici sur une caméra Panasonic ou sur un autre procédé de caméra de sport, à savoir utiliser un profil qui soit le profil RAW, le profil en français brut de la caméra. Donc, se retrouver avec des fichiers qu'on va appeler des fichiers log, qui vont avoir la plage dynamique de colorimétrie la plus large, la plage colorimétrique et aussi la plage d'intensité de lumière. Et c'est avec cela où plus votre fichier est il ne va pas peser le même poids, ça je ne vous le cache pas,
plus le fichier est important et est source, plus il aura de facilité à se faire manipuler. Vous avez l'habitude de le faire avec vos photos, d'avoir quitté le format JPEG pour être allé vers du NEF si vous êtes Nikon, par exemple, du RET si vous, CET si vous êtes chez Canon. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez même pouvoir changer les IL, les indices de lumière, donc sans affecter le fichier. Et ça, si vous le faites après en post-prod, je fais exprès l'analogie là-dessus, que ce soit une post-prod photo ou une post-prod vidéo, vous allez générer du gain. Et qui génère du gain va générer de l'artefact puisque vous allez augmenter des tons sombres. Vous allez chercher à avoir de la texture dans des tons sombres où il n'y en a pas, et ça va vous amener des aberrations chromatiques. Et des fois, il vaut mieux régler mieux son appareil et utiliser un format log RAW afin d'éviter ce problème. Tu vas un peu perdu au niveau technique, mais je te crois. Alors, je voulais juste vous montrer qu'est-ce qu'on fait pour calibrer un écran. Eh bien, il faut acheter une sonde. Donc, je reviens sur la marque X-Rite. Donc, une sonde, c'est un colorimètre, c'est un petit appareil comme ceci, qu'on va venir passer sur l'écran. Il y a un petit contrepoids qu'on va positionner. Alors, le contrepoids, il suffit tout simplement de le régler pour être à l'équilibre. On met la sonde sur l'écran et comme ça, on va pouvoir calibrer l'écran. Ça prend 3 minutes, 3 clics et il faut le faire une fois par mois. Ce n'est pas très compliqué. Ces sondes valaient dans les 300 ou 400 € il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est sur un produit professionnel qui est autour de 229 € TTC. Ça, c'est la i1 Display Pro, c'est la plus vendue au monde. Il y a même une version qui permet d'étalonner les moniteurs enregistreurs Atomos avec un petit câble série qui est fourni en plus. Et puis, il y a la version i1 Display Pro Plus qui est sortie il y a quelques mois, qui va permettre d'étalonner tous les écrans, et là c'est important pour la post-prod vidéo, jusqu'avec des luminosités de 2000 nits. La Pro normale ne va pas aussi loin. Elle est limitée, je crois, autour de 1000 nits, et la Pro Plus va aller jusqu'à 2000 nits. Elle est aussi un tout petit peu plus précise sur pas mal de paramètres, mais elle est autour de 280 €. Donc voilà, c'est les deux sondes que je peux recommander pour la post-prod en vidéo. Tout à fait, et si jamais dans le cadre de la salle de post-production, ça arrive souvent, en fait, les réalisateurs, ils visualisent dans une salle où il y a une projection, les sondes permettent aussi de calibrer des vidéoprojecteurs. Ah oui, bien sûr. Et donc, on n'est pas limité à calibrer un moniteur. Quand vous l'achetez, elle se retourne et ça vous permet, ah oui, je vais vous montrer, ça vous permet en fait non plus de calibrer la source émise de par votre dalle, mais la source émise de par la lampe. Donc, voilà. La petite sonde qui est ici, on va la poser tout simplement et elle va mesurer la lumière émise sur un écran par un vidéoprojecteur. On ne mesure pas la lumière qui sort du vidéoprojecteur, on mesure la lumière qui est reçue par l'écran, projetée sur l'écran. Et puis, elle a même un pas de vis, on peut la mettre sur un pied photo pour la positionner à l'endroit qu'on veut. Ça donne d'excellents résultats sur les vidéoprojecteurs. Ça prend un peu plus de temps. Calibrer un vidéoprojecteur, c'est à peu près 7-8 minutes. Par contre, c'est étonnant, beaucoup de vidéoprojecteurs, à partir de 1000 €, je dirais, hein, ne me sortez pas des vidéoprojecteurs nano, les tout petits là, leur colorimétrie est lamentable. Tous les portables, c'est bien pour faire joujou, mais vous n'aurez pas, si vous avez fait une vidéo un petit peu intéressante, n'utilisez pas des trop petits vidéoprojecteurs. Prenez des vidéoprojecteurs sérieux, donc c'est typiquement dans la gamme 1000 € et au-dessus. Ceux-là, quand on les calibre, je suis étonné, très souvent, ils dépassent très largement la gamme de couleurs sRGB. C'est-à-dire qu'un vidéoprojecteur bien calibré vous donne des couleurs plus précises et plus propres que votre portable. Ce n'est pas du tout un gadget, ce sont de très bons outils, mais il faut les calibrer. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de régler un vidéoprojecteur avec les petits boutons qui sont sur le vidéoprojecteur, mais rien que pour faire le trapèze, c'est la mort. Alors les couleurs, n'essayez même pas, ils ne sont pas faits pour. Il faut utiliser une sonde comme ceci et le logiciel qui est fourni de toute façon avec, qui va vous permettre de les caler correctement au niveau couleur. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe à la session questions-réponses? Est-ce qu'on a l'occasion de montrer dans Resolve ou on peut passer? Ah bah vas-y, voilà, c'est une très bonne idée. Allez, je te laisse la main. Pendant qu'il se prépare, je vous montre, on a parlé des chartes vidéo. Celle-ci,
c'est la plus répandue pour la vidéo, mais celle-ci est aussi extrêmement appréciée parce qu'elle est très pratique. Elle est en 4 panneaux. Vous avez ces deux-ci, le gris, une charte qui est une mire de focus, la charte avec les couleurs, et ici, vous l'avez vu tout à l'heure quand on voulait utiliser les fonctions Zebra, ça va nous permettre d'exploiter pleinement la plage dynamique d'une caméra en allant du plus noir au plus blanc, et ça, c'est très utile. Et ce qui est très sympa, c'est pour ça qu'elle s'appelle Color Checker Passport, elle tient dans une poche, c'est le format d'un passeport, et ce coffret aussi, il est très solide, c'est fait pour pouvoir résister. Et là, je suis très content que Hervé ait lancé celle-là parce que, histoire de me rassurer, celle qui était à côté sur la table, c'est ma perso. Je l'aurais fait aussi avec la mienne parce que j'ai confiance. Et typiquement, celle-ci, je l'utilise au quotidien. Là, je te laisse voir s'il y a l'image. Je l'aurais fait également au quotidien parce qu'en fait, simplement, elle est protégée une fois qu'elle est fermée. Donc là, j'ai le. Attends, je vais juste ouvrir celui-là. Je ne sais pas ce qui est renvoyé, en fait, l'image qui est renvoyée là-bas. Donc là, ça va s'ouvrir. Voilà, j'ai juste besoin de ça. Mais attends. Ça. Voilà. Et puis, donc là, non, c'est pas celui-ci. Ce qu'on veut, c'est ça. C'est ici. Non. Ah, petit instant. C'est pas si évident. C'est dans cette-ci. Affiché. DaVinci Resolve. Merci. Donc, alors, je peux pousser un petit peu les palettes. Bien sûr. Ferme-la. On passera à la question-réponse. Je peux fermer les questions-réponses, sinon je vais avoir du mal sur. Vas-y. Petite manipulation. Donc, la charte étant dans le tournage, utilisée au tournage, on la récupère dans Resolve en post-prod. Et ça, c'est le métier de Stéphane, pas le mien. Il va vous montrer comment il l'utilise. Donc ici, c'est une petite séquence d'une amie à toi, c'est ça, qui est danseuse? Oui, également. Mais en fait, c'était pas la séquence que je voulais utiliser. Je voulais plutôt utiliser l'autre séquence. C'est juste, je me sépare de la. Voilà. Ah, celle-ci. C'est juste avant. Donc, je vais aller à la campagne. Ça fait du bien, spécialement pour aller faire une petite vidéo pour illustrer les propos. Là, on est avant le tournage, donc l'idée, c'est parfait. Le clap n'a pas encore eu lieu et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, mais je vous dirai pourquoi après, parce que sinon, ça ne sera pas drôle. En fait, l'idée est très simple. Comme je vous expliquais, il ne faut pas rapprocher la charte de la caméra, il faut se rapprocher. Et c'est d'autant plus vrai que des fois, vous avez des drones, si on est dans le cadre d'images aériennes, qui n'ont simplement pas de zoom. Donc, on est obligé de se rapprocher. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de mettre ça à un endroit où ça ne me gêne pas trop. J'ai besoin d'accéder sur le petit bouton orange. Juste pour pas que ça me gêne. Voilà, super. Donc, j'ai filmé, comme vous le voyez, la charte ici. Je vais me remettre à une résolution encore plus petite pour que vous puissiez la voir en plein écran. Voilà. Tac. En fait, qu'est-ce qui se passe? Je prends un endroit où l'image est propre. Bon, là, ça a été filmé de façon magistrale, donc l'image est très très propre. Je vous montrerai tout à l'heure quand on va les zoomer, c'est très spectaculaire. Un point important pour toutes les chartes, quand on dit propre, ce qui est primordial, c'est droit déjà, la netteté et surtout, bien sûr, l'exposition, bien sûr. Parce la netteté, on s'en fout. En fait. La netteté, tu peux passer dessus, mais l'exposition, tu ne pourras pas passer dessus. Il faut que la charte soit parfaitement bien exposée et c'est là que vous pourrez l'utiliser. C'est valable pour la vidéo, c'est valable aussi pour la photographie, puisque ces chartes sont utilisées aussi en photo. Voilà. Alors, comment ça se passe? Ici, c'est Resolve. Pour faire simple, je me mets directement ici dans l'onglet de couleurs. C'est celui qui est en bas. Vous voyez, ça s'affiche Color en bas. Voilà. Et ça, c'est le menu que j'ai. Donc, on va avoir deux choses à faire. On va avoir déjà à déclarer quelle est la charte que l'on utilise. Est-ce que je suis sur la vidéo A4 de ce format-là ou est-ce que je suis comme sur celle-ci, parce que ça a été filmé avec celle-là, sur la mienne. Donc, le Color Checker vidéo, le passeport, la petite. Il faut d'abord l'identifier, puisque comme elles sont codées dans le logiciel, afin que le traitement soit le bon. Donc, c'est tout simple. Vous prenez ici Match Color, je suis à gauche là, et doucement en bas, je vais ici la dérégler volontairement pour vous montrer.
Le menu se déroule et voilà les deux choix. La Color Checker vidéo, la grande, ou en dessous, comme vous voyez, celle qui m'intéresse, la passeport. À partir de là, les choix qui s'offrent sont ici. Donc, on va prendre juste au-dessus la pipette où on va aller chercher le Color Chart. Le Color Chart, je vais vous le bouger parce que je l'avais déjà fait. Donc, je vais vous la mettre ailleurs. Je vais même vous la déformer. Voilà. Ça arrive à l'écran à la base en plein écran. Afin que si vous avez zoomé dessus, bah, vous l'avez directement. Et si vous ne l'avez pas zoomé, bah, il faut l'adapter. Et c'est là où l'intérêt est réel d'avoir les 4 petites encoches blanches que vous retrouvez sur toutes les chartes. Il s'agit de celle pour les drones, la méga pour les salles de concert ou les stades de foot. Vous aurez toujours ce cas-là. Pourquoi les stades de foot et pourquoi la charge, je reviens dessus justement, c'est que de plus en plus, les images dans les grands stades sont filmées avec des rails caméras. Donc, ces rails caméras, elles ont aussi besoin de calibration. Il ne faut pas croire qu'il n'y ait que les caméras qui vont être sur le coin du stade, toutes, et celles-ci aussi s'y prêtent. Donc maintenant, on va zoomer un petit peu. Je vais passer à la souris, ça sera plus simple. Donc, je vais prendre 50%. Et en fait, je vais aller faire correspondre ici tous mes points à la charte. On va commencer par là, à la rapprocher. Voilà. Je vais encore dézoomer un petit peu. Voilà. Et maintenant, je zoome gentiment, pas trop fort. Voilà. Je vais mettre celui-là ici. Celui-là ici. Un petit peu au-dessus. Hop. Voilà. Comme ça. Et je fais correspondre aux 4 points. Voilà. Et voilà. Je la décale un petit peu. Afin que ça fasse correspondre avec là. Voilà. Là, je suis pas mal. Hop. Ok, dézoomer un tout petit peu, je dirais 25. Voilà. Là, on a bien fait reconnaître au tracker les couleurs. Donc après, on passe dans la partie du milieu, ou dans la partie du milieu, vous voyez, vous avez la source. Si vous avez une caméra professionnelle qui a tourné, elle a un profil RAW, un profil brut défini en log, où vous allez le retrouver directement dans le menu. Vous avez tourné avec une ARRI, vous avez tourné avec une caméra RED ou autre, ça sera dedans. Vous pouvez la mettre en automatique, c'est pas un problème. Le mode de télévision broadcast, on n'en a pas parlé tout à l'heure, effectivement, la norme REC 709, c'est cette vidéo pour destination la télévision. Je vais laisser cette norme-là. Et c'est donc Color Space, l'environnement de couleur, d'espace de couleur, REC 709. À partir de là, vous avez juste à cliquer sur Match pour faire correspondre. Et là, vous voyez qu'instantanément, 2 choses se sont passées. Les couleurs ont été modifiées, mais également ici en bas, dans le Color Checker, en bas à gauche, des valeurs de correction. Comme j'en parlais, Hervé, c'était après le confinement. Et après le confinement, il n'y avait pas eu beaucoup d'arrosage. Et on aurait pu croire que l'image avant était l'image étalonnée. Montre-la. On aurait pu croire que l'image avant était étalonnée. Je le jurerais. Ouais. Elle était flatteuse, je l'aimais bien, mais ce n'était pas du tout la réalité. La réalité, c'est autre. Voilà. Ça. Voilà un très bon exemple. Je remets. Voilà. Et ça, c'était les vraies couleurs que j'avais sur place. C'est d'autant plus vrai que là, j'ai fait et fini il n'y a pas très très longtemps un tournage pour le cinéma et il y avait un tournage de pelouse. On avait le tournage avec les caméras cinéma au sol et on avait ma partie, j'étais responsable des images aériennes, la partie aérienne. Et la correspondance de la pelouse, ça peut vous tromper. Et au montage, ça va se voir, ça va apparaître presque comme un faux plan, je dirais. Donc voilà. Donc à partir de là, la correction est effectuée et vous pouvez l'enregistrer comme un preset et l'appliquer à toute votre séquence qui sera filmée dans cette direction. Très bien, merci beaucoup. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que là, du coup, on a retrouvé les vraies couleurs de la scène. Ça ne m'empêche pas, ou ça t'empêche pas, derrière, de venir les modifier. Mais au moins, tu sais quel était ton point de départ. J'ai plusieurs caméras. Là, elles sont toutes unifiées. En multicaméra, c'est hyper important de pouvoir les étalonner l'une à l'autre. On va passer à la session questions-réponses parce que là, au niveau du timing, sinon, on va être un petit peu trop court. Très bien. Tu peux rafficher la petite fenêtre et puis on réchange de place si tu as envie. Ça marche. Et voilà. Est-ce qu'on est repassé sur… On a souhait si tu veux. La caméra. Est-ce que là, on est bien affiché? Nickel. On voulait expliquer aussi qu'il est possible d'utiliser un adaptateur. Ah oui, vas-y, montre ça. Ça, très important. Alors ça, c'est une question qui pourrait arriver. Peut-être que quelqu'un l'a posée. Est-ce que je peux déployer un écran
qui aurait une entrée HDMI pour le faire se comporter exactement comme un moniteur de contrôle. Voilà. En fait, la question se pose même autrement. Simplement, les caméras professionnelles vont avoir une sortie SDI, donc un flux 10 bits souvent non compressé d'extrême qualité. Et en fait, vous allez souvent être, même pour travailler à la maison, obligé de passer par une carte graphique externe. C'est souvent un châssis, j'en ai eu. C'est gros, ça marche très bien. Aujourd'hui, ils ont résolu le problème, c'est que vous allez pouvoir vous en servir comme caméra de monitoring. Donc, pour cela, il va vous falloir une interface qui va être capable de transformer le signal numérique SDI vers du HDMI. Et en plus, sur ce type de matériel, vous allez en plus avoir le monitoring, c'est-à-dire continuer d'afficher ce que vous voulez. Donc, d'un côté, vous avez vos SDI et de l'autre côté, vous sortez en HDMI. Vous pouvez donc utiliser l'écran BenQ en monitoring. D'accord. D'une caméra professionnelle ou de toute caméra sortant, caméra de ralenti ou autre, sortant avec une sortie SDI, ça ne sera pas un problème. Très bien. Ce que vous voyez ici sur les écrans, c'est l'utilisation de la charte XL. Color Checker XL, puisque c'est une question. D'accord. Dans une utilisation de drone, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des drones ont une optique plutôt grand angle, oui. Et que de toute façon, on ne pourra pas utiliser une charte de petite taille. Non. Surtout que le drone, comme tu le disais, pour des questions de stabilisation, on va typiquement filmer en grand angle et on sera peut-être à 7-8 mètres. Donc, les petites chartes, ce n'est pas la peine. Donc ici, par exemple, on est en utilisation de la charte sur un terrain avec quelqu'un qui nous fait du VTT en mode assez violent d'ailleurs, avec des petites pirouettes et tout ce qu'il faut. Je ne sais pas si c'est un BMX. Non, c'est un mountain bike. Un mountain bike. Voilà. Et en fait, ici, là, si vous regardez la vidéo sur le YouTube, puisqu'elle est disponible, vous verrez qu'il est au bord d'une falaise et que le drone est vraiment beaucoup plus haut et qu'on va venir se rapprocher pour capter la charte et après, l'étalonnage est réalisé. Je vous enverrai, c'est une petite vidéo qui fait 1 minute, je vous enverrai le lien, comme ça vous pourrez voir comment c'est intégré. On vous enverra ce lien sous forme d'un message à la suite de ce webinaire. Oui. Alors, dans les questions, donc on nous demande les références, le N-gris de la charte, comment l'utiliser, le gris neutre de la charte, comment l'utiliser? Pour faire une balance de votre caméra. D'ailleurs, en vidéo comme en photo, c'est facile. Voilà. Donc là, c'est simple, vous passez votre caméra en mode manuel, vous allez dans balance des blancs, et l'erreur à ne pas commettre, c'est de prendre les contours, bien sûr, vous ne prenez pas les bords. Donc, il faut être zoomé dedans. Généralement, prenez une marge de sécurité, je dirais, de 2 cm, et ça va vous permettre à ce moment-là de ne pas bouger. Vous appuyez sur Preset, c'est instantané, soit il y a un bip, soit la caméra, vous allez le voir à l'écran de monitoring, tout de suite étalonne par rapport à ça. Si vous étiez en intérieur ou à l'extérieur, l'image elle va être plus jaune ou elle va être plus bleue, et ça va vous permettre tout de suite de savoir que la mise de la balance des blancs a été réalisée, d'autant qu'après vous aurez un logo où ça vous mettra qu'elle est sur une balance personnalisée et plus standard. Très bien. Et puis ça permet, donc, quand on fait cette balance, de caler aussi les couleurs de l'écran de contrôle de la caméra. Et c'est pour ça aussi qu'on peut étalonner un moniteur enregistreur comme les Atomos. Il y a d'autres marques, mais par exemple. Question suivante, si tu es d'accord, je vais y répondre. C'est quoi les différentes chartes? Puisqu'on m'a redemandé les références. Donc, i1 Display Pro, c'est la plus vendue au monde, autour de 229 €, qui permet de calibrer tout ce qui est écran, mais aussi tous les vidéoprojecteurs, avec le calibrage aussi bien pour la photo que pour la vidéo, et qui permet aussi ce qu'on appelle le calibrage hardware. Pour ceux qui connaissent, c'est spécifiquement pour les écrans professionnels, c'est le cas de tous les écrans BenQ qu'on vous présente ici, mais aussi des écrans ISO, notamment la gamme ColorEdge, qui est un petit peu la Rolls-Royce des écrans, on peut le dire, en écran informatique. La version i1 Display Pro Plus monte à 2000 nits, et ce sont des colorimètres. Il existe aussi des produits qui sont des spectrophotomètres.
Et j'en ai un dans ma petite valise là-bas, métallique. Tu veux bien aller me le chercher? Et donc ça, ce sont des sondes pour l'écran qui sont des colorimètres. Les spectrophotomètres peuvent intéresser les gens qui sont dans la photographie, puisqu'ils vont permettre de calibrer les écrans, mais ils vont aussi permettre d'étalonner une imprimante. Alors en vidéo, aucun intérêt, mais évidemment, pour la photo, c'est intéressant. Alors on est sur quelque chose qui est un petit peu plus coûteux, on est autour de 400 €, et vous voyez que ça ressemble un peu à un mètre à ruban, et ça s'appelle le Ion Studio, c'est pas pour les studios vidéo, c'est le studio de tirage photo, et ça permet de calibrer les écrans, les vidéoprojecteurs, les scanners et les imprimantes. Juste pour que vous sachiez ce qui existe comme produit. Donc comme je vous l'ai dit, 229, la version Pro, Ion Display Pro plus avancée autour de 280 et on est autour de 400 €, mais lui il fait un petit peu de tout, c'est le 4x4 de la couleur. Voilà, ça c'est important puisque souvent les gens me posent cette question. Ensuite, dans les autres questions, peut-on avoir la vidéo de ce webinaire? Eh bien le replay vous sera communiqué sous forme d'un lien d'ici 48 heures. Dans les 48 heures qui suivent ce webinaire, on va vous envoyer d'abord un lien vers le replay, un petit lien vers la vidéo dont on vous a parlé, qui présente l'utilisation de la charte pour un tournage comme ça en live, et puis un lien pour les offres spéciales qui ont été concoctées spécialement par PBS. Et donc, je vous le donne tout de suite, mais on vous le remettra encore par écrit. En avant-première. Voilà. Je ne sais pas si on peut zoomer sur moi. Voilà. Parce que avec PBS, ce qu'on s'est dit, c'est OK, même si c'est l'été, il y a peut-être des tournages sympas à faire. Donc avec PBS Vidéo, on a une offre spéciale qui est valable d'aujourd'hui jusqu'au 9 juillet, avec 10% de remise par rapport au prix que je vous ai indiqué sur les produits X-Rite et 3% de remise sur les produits BenQ. 3% peut vous paraître peu, mais il faut savoir que ce sont des écrans qui sont déjà très bien placés en termes de prix. Et donc, 3% de mieux, c'est pas possible pour nous de faire plus aujourd'hui, qui vous prouve quelque part qu'ils étaient déjà bien placés. Pour autant, voilà, si vous avez envie de craquer, on n'est pas là pour vous forcer, bien entendu, mais si vous avez envie de craquer, ben c'est l'occasion. Il y a un petit extra là-dessus. Autre question technique. Je monte sur Media Composer. Peut-on exporter les réglages couleurs de DaVinci vers Avid? Je ne sais pas si... Moi, je ne sais pas répondre. Hein. Tu connais la réponse, toi? Si le profil a été, du montage a été monté d'après un RAW, je dirais que tous les effets colorimétriques peuvent être scriptés, donc peuvent être exportés en tant que preset et être réimportés à ce titre-là au niveau des sessions. OK. Question suivante, comment utilisez-vous les charts X-Rite dans Final Cut Pro? Donc, il y a un module qui s'appelle Color Finale. Voilà, Color Finale permet, au même titre que là, c'est intégré directement dans Resolve, qui va vous permettre, et via une version gratuite et via une version payante, de retrouver les charts. Je ne sais pas s'il y a la version gratuite qui permet de l'exploiter. Il y a une version... Est-ce qu'il est possible d'utiliser la Color Checker avec Premiere? Oui. Avec quel outil? Lumetri. Dans l'outil Lumetri de Premiere, vous pourrez utiliser. C'est un petit peu manuel, c'est pas aussi intégré qu'avec DaVinci Resolve, mais c'est quand même pas mal. Un mot sur l'intérêt du moniteur enregistreur Atomos pour du tournage puis étalonnage. Les moniteurs enregistreurs Atomos, ce qui est génial, c'est qu'ils vous permettent pendant le tournage de voir, de stimuler finalement les couleurs. Déceler tout problème qui pourra avoir sur le tournage. Mais surtout les calibrer. Il y a un intérêt majeur. Sur un tournage un peu complexe, on va pouvoir aligner vos différents moniteurs enregistreurs entre eux parce qu'ils ne sont pas tous de la même génération, vous les avez peut-être achetés au fil de l'eau. Eh bien, on va pouvoir s'assurer que leur luminance, donc la quantité de lumière qu'ils émettent, et la couleur d'un moniteur Atomos à un autre, là c'est un Ninja Flame, ça pourrait être un Shogun, sont les mêmes. Et ça, sur un tournage, ça vaut de l'or. Et donc, une sonde comme ça, en fait, c'est un outil un peu comme le diapason, hein, pour revenir sur mon exemple avec les musiciens, qui va me permettre de faire plein de choses en termes d'harmonisation et de normalisation, tout à fait, de mes écrans ou de mes moniteurs enregistreurs. On a donné le nom des applications Apple. Sur Android, je ne sais pas. Il me semble que ProTech existe aussi sur Android. ProTech pour macOS, et il y aurait une version pour Android aussi. Voilà, on va clôturer, Chloé, si tu es d'accord. Tout à fait.
Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin du webinaire. N'hésitez pas surtout à profiter des offres promotionnelles sur le site vidéo.com et de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour plus d'informations. Merci à tous et à bientôt. Voilà. Merci à tous pour avoir participé à ce premier webinaire chez PBS. On espère qu'on vous a appris quelques petits trucs et puis vous donner envie peut-être d'aller plus loin, de progresser dans le travail sur l'image. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Très bon été.